Poutine vient de s'exprimer sur un élément. Il dit à l'Europe, si vous voulez la guerre, nous sommes prêts. Maintenant. Pas demain, maintenant. Ceci évidemment est bousculant, bouleversant. C'est une toute première comme jamais dans le passé. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, je l'ai déjà dit 100 fois. Mais si l'Europe décide soudainement de nous faire la guerre et commence, nous sommes prêts dès maintenant. Mais avant de développer cette histoire, en fait, c'est de comprendre la genèse. Pourquoi Poutine en est arrivé là? On commence par ça. Ce monsieur ici, Steve Witkoff, un homme très important dans la politique américaine actuellement. Celui-ci, Jared Kushner, le beau-fils de Donald Trump. Oui, c'est le mari de sa fille. Hors contexte, dans beaucoup de pays africains, ce serait injuste d'embaucher ces membres de famille en politique, n'est-ce pas? Mais dans le cas de Trump, on n'a pas fait beaucoup de bruit à ce sujet, n'est-ce pas? En effet, certains Africains se servent de ça pour commencer à embaucher leurs membres de famille en politique. Pour eux, c'est une justification. Si les États-Unis le font, nous pouvons aussi le faire. Steve Witkoff est un grand ami à Trump avant la politique. Jared Kushner est le beau-frère de Trump. La différence, c'est quoi? Ils sont milliardaires en dollars. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont venus en politique pour s'enrichir, contrairement aux Africains en général. Rentrons dans notre sujet. Alors, Witkoff et Jared font partie des gens qui ont rédigé un plan de paix pour finir la guerre en Ukraine. Ces plans de paix composaient de 28 points essentiels. Un plan de paix censé être discuté avec la Russie et l'Ukraine dans l'objectif de finir cette guerre qui dure depuis trop longtemps. Mais Poutine a lancé un avertissement direct. Pas contre les États-Unis ou l'Ukraine, mais contre l'Europe en direct. Les paroles de Poutine, que l'Europe a d'ailleurs décrites de menaces. Mais la question est celle-ci. Poutine ne parle pas comme ça, généralement. Ils n'ont pas de programme de paix. Ils sont du côté de la guerre. Et même lorsque, soi-disant, ils essaient d'apporter des modifications significatives aux propositions initiales de Trump, nous le voyons très clairement, tous ces changements et ces ajustements visent en réalité un seul et unique objectif fondamental. En fait, bloquer complètement et de manière systématique tout ce processus de paix en cours et avancer des exigences qui sont absolument et totalement inacceptables pour la Russie, rendant toute négociation véritablement impossible. Ils le comprennent et ainsi ils pourront ensuite rejeter sur la Russie le blocage de ce processus de paix. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, je l'ai déjà dit 100 fois, mais si l'Europe décide soudainement de nous faire la guerre et commence, nous sommes prêts dès maintenant. Si l'Europe décide soudainement de commencer une guerre contre nous et la déclenche, il se peut très bien qu'une situation se produise très rapidement dans laquelle nous n'aurons plus personne. Poutine l'a fait parce qu'il trouve que l'Europe pourrait devenir un obstacle à la paix. Donc ils sentent qu'ils ont travaillé assez longtemps, lui et les Américains, pour arriver à un point où ils peuvent trouver une paix. Mais ils sentent que l'Europe pourrait devenir l'obstacle contre la paix. Au début de la guerre, l'Ukraine était prête et la Russie de partir se rencontrer en Turquie pour trouver une finalité de paix et finir cette guerre. Boris Johnson, l'ex-premier ministre britannique, a pris son avion et est parti en Ukraine pour avoir une discussion avec Zelensky. Et après cette discussion, l'attitude de l'Ukraine a complètement changé. Ils sont partis en guerre. Qu'est-ce qui avait été dit pendant ce moment? Johnson aurait promis le soutien, l'argent, l'armement à l'Ukraine afin de résister farouchement aux attaques des Russes. Pour l'interrogation. Et cette fois-là, encore une fois, Poutine juge que l'Europe serait l'obstacle à la paix dans cette situation. Et on voit sa menace directement à l'Europe, disant si vous voulez la guerre, nous sommes prêts. Mais croyez-moi, il n'y aura peut-être pas des gens pour négocier la fin de la guerre après la guerre. C'est-à-dire vous serez totalement fini. Je vais expliquer. Les États-Unis ont élaboré un plan de 28 points pour mettre fin à la guerre. Ce plan essentiellement est misé sur 3 points essentiels. Que l'Ukraine abandonne les territoires de l'Est. Les territoires conquis par la Russie doivent rester entre les mains des Russes. Troisièmement, que l'Ukraine abandonne ses ambitions d'adhérer à l'OTAN. 3 points essentiels de cette résolution. Sur papier, le plan évidemment apparaît pro-russe, c'est clair. Mais en réalité, la Russie a actuellement l'avantage sur le champ de bataille. C'est évident. Alors, le tournant le plus important ici, c'est que ce plan avait fuité dans les médias. Après cette fuite, l'Ukraine et les Européens s'y sont assis pour réécrire, drafter un nouveau plan. Cette fois-ci de 19 points.
parce que l'Ukraine a trouvé qu'en acceptant le plan par les Américains, ce plan pourrait rendre légitimes les gains territoriaux des Russes. Les Européens, dans ce cas, ont critiqué Washington pour avoir fini des conditions sans aucune pleine participation de l'Union européenne. Alors on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que l'Union européenne doit faire partie de cette discussion d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. On pensait que cette guerre était entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi est-ce que l'Union européenne a besoin d'avoir des choses à dire avant que cette guerre prenne fin? Point d'interrogation. La Russie, évidemment, a accueilli favorablement certains éléments du plan, mais a insisté sur la reconnaissance des territoires annexés. Et voilà pourquoi ils disent, sans la reconnaissance des territoires annexés, il n'y aura pas fin à la guerre. Ce qui est évident ici, les amis, c'est que les États-Unis essaient de mettre fin à la guerre. Mais l'Europe pousse l'Ukraine à reformuler des exigences plus strictes. Voilà ce que Poutine dit. Et voilà le pourquoi de sa colère. Ce qui est important à retenir ici, quand vous regardez la délégation russe et américaine, il y a une chaleur évidente dans leur discussion. Regardez leur visage, en train de rire et de sourire. Mais malheureusement, malgré cette chaleur, il n'y a eu aucune percée dans cette histoire. La guerre continue. Et le principal blocage jusque-là, c'est le territoire. C'est précisément le sauvetage des personnes sur tous les territoires où ce référendum a lieu qui est au premier plan et constitue le centre d'attention de toute notre société, de tout le pays. Sur le territoire, il faut comprendre, il y a 2 points essentiels territoriaux. Il y a d'abord le Donbass. Cette région de l'Est de l'Ukraine est majoritairement contrôlée par les Russes. Les Russes contrôlent 88% du Donbass, pendant que l'Ukraine contrôle 12%. Les Russes veulent que l'Ukraine cède les 12%. Et évidemment, Zelensky ne veut pas faire ça. La Russie a pris le contrôle de la Crimée en 2014. Et depuis lors, ils sont là. Ils veulent une reconnaissance légale de leur contrôle. C'est extrêmement difficile pour Zelensky de donner ses territoires, comme sur un plateau. Rappelez-vous qu'on ne se moque pas de la gueule de Trump. C'est une personne qui a ses émotions et son ego n'est pas la rigolade. M. Trump a promis la fin de la guerre en Ukraine à son arrivée au pouvoir. En tant que président, je rétablirai la paix par la force. La paix par la force. Cela ne serait jamais arrivé. Si j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Aucune chance. Et l'INSEE en serait heureux. C'est mieux que n'importe quelle alternative. Cela ne serait pas arrivé. Et je vais dire ceci, même maintenant, malgré l'énorme perte de vies humaines et la destruction d'une grande partie de ce pays, je négocierai un accord de paix en 24 heures. On pourrait conclure un accord de paix, on pourrait faire un accord pour les 2 parties dès maintenant, en 24 heures. Cet accord pourrait être conclu. Et jusque-là, plusieurs mois plus tard, il n'y a pas toujours de fin à cette guerre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que sa patience sera éternelle? Absolument pas. Sa patience atteint ses limites. Et si Trump décidait de se retirer de l'Ukraine? Parce que jusque-là, il a temporairement stoppé l'aide militaire à l'Ukraine. L'Europe prendra-t-il le relais dans ce cas? Si Trump abandonnait l'Ukraine, est-ce que l'Europe prendrait le relais dans cette histoire? Les dirigeants européens se sont réunis à ce sujet pour discuter. La réponse était clairement non. Non. Parce que l'Europe est divisée. L'Europe est divisée dans quel cas? Je vous donne quelques exemples. Beaucoup de pays européens, par exemple, veulent réduire leur dépendance au gaz russe d'ici 2027. Mais la Hongrie et la Slovaquie s'y opposent. Il y a une division. Certains États européens veulent utiliser les avoirs russes qui ont été gelés en Belgique pour financer l'Ukraine. Oui, on a gelé 200 milliards de dollars russes en Europe, en Belgique. On veut se servir de cet argent pour financer l'Ukraine. Évidemment, pourquoi? Parce que l'Europe n'a pas assez d'argent comme les États-Unis pour financer l'Ukraine. Il faut financer avec quelque chose. On veut se servir de l'argent russe pour le faire. Mais dans ce cas aussi, il y a problème. Pourquoi? Parce que la Belgique refuse de le faire. La Belgique considère qu'elle violerait les droits internationaux en faisant cela. Et aussi se poserait dans une position très particulière. Elle serait ciblée directement par la Russie en faisant cela. Pas l'Angleterre, pas nécessairement la France ou l'Italie, mais la Belgique. Nous avons 3 exigences. Je veux la mutualisation totale du risque, parce qu'il y a un grand risque. Nous allons subir d'énormes réclamations. Donc, si vous voulez faire cela, il faudra que nous le fassions tous ensemble. Nous voulons des garanties que, si l'argent doit être remboursé, chaque État membre contribuera. Les conséquences ne peuvent pas être uniquement, pour la Belgique. Et la 3e exigence est que chaque pays ayant immobilisé des actifs avance avec nous, car nous sommes les seuls,
Euroclear est la seule institution financière qui offre les profits exceptionnels à l'Ukraine. Nous savons qu'il y a d'énormes sommes d'argent russe dans d'autres pays qui sont toujours restés silencieux à ce sujet. Si nous agissons, nous devons agir tous ensemble. C'est cela la solidarité européenne. Si ces trois exigences, qui sont, je pense, tout à fait raisonnables, sont satisfaites, alors nous pourrons aller de l'avant. Sinon, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir au niveau européen, mais aussi au niveau national, sur le plan politique et juridique, pour empêcher cette décision. Donc voilà ce que c'est. Vladimir Poutine a dit ouvertement qu'ils sont prêts. Si l'Europe veut la guerre, la Russie est prête à la guerre maintenant. Il n'a pas fait des menaces pareilles avec les États-Unis, vous avez remarqué. Jamais directement. Mais avec l'Europe, c'est un peu comme si tu as un potentiel adversaire de taille avec lequel tu restes un peu posé, cadré. Mais avec un petit du quartier qui essaie de faire des bêtises, tu sais que tu vas le racler comme pas possible. Si tu es prêt, ben moi je suis prêt maintenant. Ouvre la bouche.